Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Dernière ligne droite, vous nous écoutez du côté de Cancan sur 99. Merci à vous qui nous écoutez du côté de Corera, c'est à Bokeh. Merci de nous rejoindre. Dernière ligne droite, évidemment. On s'intéresse évidemment à nos invités, on va dire les témoignages dans un instant, évidemment. Noumouké Diallo, vous le voyez à l'écran, c'est son nom. Il fut donc coordinateur contrat de la CENI, des opérations électorales pour la présidentielle 2015 à Mamou. Son corps avait été retrouvé dans sa chambre. Depuis, l'enquête ouverte pour faire donc la lumière sur son assassinat est dans l'impasse. Pire, sa famille soupçonne le procureur en charge du dossier de faire obstruction. Qu'en est-il de cette affaire? Monsieur Sékou Dramé, vous le voyez à l'écran, membre de la famille de la victime, il va dans un instant témoigner dans cette émission. Un peu plus tard, on va s'intéresser aussi à cet autre dossier, son malheur, avoir croisé le cortège de M. Lansana Kouyaté, alors que celui-ci était ministre, Premier ministre. Donc, c'était le 11 février 2008, à Amdalaï Pharmacie, de l'accident dont il a été victime. Il en sort avec 4 fractures quand même, avec le genou et la cheville gauche. Depuis, malgré toutes les démarches, aucune attention, aucune prise en charge. Que s'est-il passé dans ce dossier? C'est ce que nous essayons de comprendre ce matin dans cette émission Les Grandes Gueules. Monsieur Ibrahim Assori Sall, la victime accompagnée de monsieur Mamadou Dian Sall, son jeune frère. Vous allez les écouter ce matin. Si tout va bien aussi, on va s'intéresser aussi à ceci, la consommation de certains produits alimentaires comme les huiles, entre autres, est-elle à l'origine de certaines maladies cardiovasculaires en Guinée? C'est la grosse question que nous nous posons ce matin. Un étudiant en Guinée, en tout cas, a réussi à développer une thèse sur la problématique et à arriver à des conclusions qui peuvent donner des frissons. Il le dit bien à Bakar Diallo, il vous prévient ce matin. Les Guinéens consomment-ils des produits alimentaires aux qualités douteuses? Monsieur Ibrahim Assori, monsieur Diary Diallo, pardon, Ibrahim Diary Diallo, diplômé de l'Institut supérieur de biotechnologie de Sfax en Tunisie. Vous allez la voir aussi ce matin chez les GG. On va s'intéresser un petit peu aux SMS à Bakar avant de continuer avec évidemment notre invité déjà installé dans ce studio. Ahmed a raison. C'est fait exprès. Ils veulent piéger le peuple et Dieu ne dort pas. On a compris cet auditeur, Lamine Tunkara, depuis Hermakono, qui nous envoie cet SMS GG au 8037. Bonjour les GG, moi c'est Aïdara Saïdou depuis Kagbélé. Juste vous remercier, vous encourager de plus de travail que vous faites. Merci à vous. Bonjour Lamine, moi c'est Nabi Kamara depuis Sangouya, auditeur fidèle de la radio. Merci. Cet autre SMS qui dit salut les GG, je vous apprécie vraiment par rapport à tout ce que vous faites pour nous informer et nous aider à comprendre les dessous de l'actualité. Keita Abdoulaye qui nous envoie ce message. Un autre message, et après je m'arrête là-dessus. Bonjour mes frères. Au fait, il y a plus de 20 jeunes de Mamou qui sont morts noyés au large de Maroc. Pourquoi le gouvernement ne parle pas? Posez la question. Évidemment, on va essayer d'interpeller pourquoi pas le porte-parole du gouvernement là-dessus. Voilà. Allez, on va continuer l'émission, mon cher Ahmed. D'abord avec, évidemment, hier on parlait des taxes, mon cher ami. En ce qui concerne l'augmentation, hier, normalement dans cette émission ce matin, le directeur marketing d'Orange Guinée était censé d'intervenir. Et du côté de l'ARPT, vous avez mené vos enquêtes, on n'est pas au courant. Bien évidemment, c'est clair. Et moi je tombe de nu de ne pas de me rendre compte que l'ARPT en temps normal qui est chargé s'il y a une telle procédure de la part de l'État de gérer ce genre de situation, que l'ARPT ne soit pas saisi de ce dossier. Et ce n'est pas la première fois. Il faut signaler qu'il y avait des taxes qui avaient été imposées sur les appels voix, si vous vous souvenez. Et c'était au cours de cette année. Et la même année déjà, on veut nous imposer une deuxième taxe. C'est pratiquement du jamais vu. C'est en Guinée seulement qu'on peut voir ce genre de situation. Et on met l'ARPT devant. S'il vous plaît. Je parle de la téléphonie. Je parle pas. Quand je dis taxe, une taxe sur un même produit 2 fois la même année, j'ai dit bien
que c'est spectaculaire. Il y a un C'est en problème. Guinée qu'on voit ce genre de Est-ce que c'est truc. pour relancer Voilà. l'économie? Parce que Gary aussi, on a essayé de l'appeler, hein. Personne décroche le Mais le téléphone. paquet. Écoutez, si on a envie de relancer l'économie, je pense qu'on peut procéder autrement. Mais d'abord, je vous dirai quelles sont les conséquences d'une telle situation. C'est clair. Aujourd'hui, oui, Aboubakar est en train de dire oui, peut-être qu'il est peut-être en train de soutenir cela. Moi, je ne le soutiens pas. En ce sens qu'aujourd'hui, si nous décidons d'augmenter, il faut le signaler, c'est-à-dire d'imposer des taxes sur les SMS et sur la connexion Internet, ben, il y a forcément des conséquences. Je vais vous donner quelques conséquences. Mais de toutes les façons, il faut savoir que donc, une hausse du SMS peut augmenter le prix du forfait. Et si ça augmente le prix du forfait, chez le fournisseur à son tour sera tout simplement obligé d'augmenter chez le client. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que les clients... Les tarifs, hein, les tarifs, les clients se connectent aujourd'hui avec 1000 francs. Vous avez pratiquement 1 heure, mais désormais, si on décide de le faire, ce sera du tout pas possible. Et on sait combien de fois les jeunes aujourd'hui ont besoin d'Internet pour travailler. Il faut également dire que c'est un frein à l'innovation de l'Internet parce que si ça coûte beaucoup pour le fournisseur, ben le fournisseur ne pourra pas faire d'innovation. Et s'il n'y a pas d'innovation... On ne voit pas quelque part un plan, quelque part à dire pourquoi pas l'arrivée de Free en Guinée. Tout est possible, hein, mon cher ami. Hein. Ben, je ne sais pas, c'est possible. C'est possible. Peut-être qu'il y a des gens entendu derrière. ça, hein, mon grand. Oui, c'est possible. Il y a peut-être des gens derrière pour augmenter, faire tomber peut-être les sociétés qui sont sur place. Parce que la ou Guinée les est devenue empêcher, la petite France. Hein. les empêcher de se développer. oui. Et au bout d'un certain temps, on voit un opérateur qui vient, qui vient tout simplement flouer au sol les autres sociétés qui existent sur place. C'est possible. Je ne dis pas non parce que la même stratégie, vrai, hein. si on peut dire ainsi, c'est passé du côté de la France. On sait que le forfait coûtait assez cher et la communication coûtait cher. Mais avec l'arrivée de Free, automatiquement, on s'est posé la question comment ils font exactement. Même si aujourd'hui, la qualité par rapport aux autres, forcément, Reste ça laisse à désirer. Ouais. Donc, c'est possible en Guinée, mais comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on a besoin d'Internet pour travailler. Si on fait ainsi, c'est blackout à l'innovation. Ah, mais non. S'il vous plaît, Non, mais je pense que non, c'est Si les fournisseurs, clair. Il a fait une enquête à Bakar Diallo. Je suis entièrement d'accord. Justement. Il évoque les conséquences, les dommages. Voilà. Et il pense C'est la voix du peuple quand même. Vous aimeriez bien, vous voudrez bien ouvrir mon micro. Bien, allez-y. Ahmed est dans une explication d'ordre technique et à mon avis qui de mon point de vue, émanerait beaucoup plus de l'establishment des opérateurs de téléphonie mobile. C'est mon point de vue. Ce sont des opérateurs qui voient toujours rouge quand il est question pour le gouvernement d'élargir son assiette fiscale. Et il est du devoir, il est du rôle. Non, mais il est du rôle. Non, c'est important. Non. Écoutez bien ce que j'ai dit. Non. Écoutez bien ce que j'ai dit. Un gouvernement comme le nôtre qui est dans une situation, on sait aujourd'hui que tous les voyants économiques sont au rouge. Oui, tous les voyants sont au rouge. Laissez-moi, on est prêt à dépenser. Quand c'est comme ça, vous voulez qu'on fasse quoi? Quand c'est comme ça, il est normal de la part d'un gouvernement, d'un État qui veut sauver son économie, qui veut la relancer, d'aller trouver des poches d'argent où elle se cache et donc d'élargir son assiette fiscale comme il l'entend, notre État. Je pense que si cela devrait intervenir, ne croyez pas que c'est la montagne qui va tomber sur nos têtes. Mais non. Le gouvernement, on ne peut pas lui faire de reproches parce qu'il veut imposer des taxes sur tel ou tel autre produit. Non mais, on a eu... écoutez, je pense qu'Aboubacar... Cela est de l'effort de tout le monde de participer à la relance économique. Donc si c'est le prix à payer par les populations, si on doit imposer une taxe de 10 francs sur les SMS et une taxe de 5 francs... 10 francs tu parles à Bakar. Attendez, il faut arrêter là. Le gars il est devenu fou là. Non, je pense qu'Aboubacar ne comprend rien. Il est devenu fou. Personne ne compte le fait qu'il y a des taxes. Vous semblez emboucher la trompette que les opérateurs de téléphonie mobile. Mais où est le problème? Oui. Où est le problème? Moi je défends. Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Moi je défends. Des contraintes auxquelles l'État doit faire face. Moi je défends ce citoyen. Je défends ce citoyen, je dis bien que si M. Aboubakar a la possibilité de se prendre, je ne sais pas, des mégaoctets à 100 000, 200 000, il y a de pauvres citoyens dans le quartier qui se connectent à bout de 1000 francs. Désormais, ils ne pourront pas. Pas plus tard qu'hier,
on le disait dans ce studio, Il a au investi porte-parole du en fait, gouvernement. Aboubacar. Il a On investi disait que la en- connexion ouais. laisse à désirer. Ouais. Donc, ce qui doit, ça veut dire que les sociétés de téléphonie doivent fournir assez d'efforts. Pendant que les sociétés sont dans cette logique, si on se met à faire des augmentations, je pense que ça peut aussi empêcher les sociétés s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas. C'est le coût du forfait. C'est le coût du forfait. S'il vous plaît. Allez, on va s'écouter, les gars. C'est le coût du forfait qui va augmenter. Vous avez vu au Mali ce qui est en train de se passer. Les populations se sont insurgées contre des sociétés de téléphonie pour dire que oui, ça coûte cher. Oui, ça c'est coûte cher. Orange. Oui, Oui. ça coûte cher pourquoi exactement? Ouais. Est-ce qu'ils ont fait... Chaque société de téléphonie veut avoir un bas prix pour avoir le maximum de clients. Quand une société de téléphonie augmente, ben, il faut bien se poser la question. Ce n'est pas de gaieté de cœur, ben, c'est parce qu'ils ont besoin aussi de rentabilité. Donc l'État doit comprendre cet aspect. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de taxes en Guinée. Il faut des taxes, mais il faut savoir choisir les secteurs. Mais si on augmente d'une manière, ben, je ne sais pas, exponentielle, ben, après les conséquences, ben, vous n'échapperez pas, monsieur Aboubacar. Allez-y, madame. Non, mais ce qui m'étonne un peu, Lamine, c'est que qu'on parle de cette taxe et que l'ARPT ne soit pas au courant. C'est quand même étonnant parce que c'est le service, quand même, c'est très grave. C'est le service qui régule le secteur de la téléphonie en Guinée. Comment se fait-il qu'on puisse parler d'une taxe et que, comment on appelle, ce service-là ne soit pas au courant? On se demande comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les sociétés peuvent quand même imposer une certaine taxe en Guinée sans que ce service ne soit au courant, ce service qui régule ce secteur? Ça, c'est un gros point d'interrogation. C'est bien de relancer l'économie, Aboubacar, je suis d'accord avec toi, mais pas sur le dos du bas peuple, des pauvres citoyens. Nous savons comment les dépenses se font dans ce pays. On investit des milliards juste pour des cérémonies, pour donner, je sais pas, tout un regard reluisant à toute une cérémonie sur le dos du peuple, parce qu'il faut le dire, ces milliards qu'on dépense, c'est sur le contribuable guinéen. Je pense qu'il faut, c'est bien de relancer les taxes, mais il faut savoir le faire. En l'espace de combien de temps? On nous a parlé de cette taxe sur la téléphonie, les 60 francs dont on parlait. La TCT, je pense qu'il faut réfléchir un peu. Il faut penser à ce peuple-là. Oui, pour la relance de l'économie, mais il faut penser au peuple. Ailleurs, on vit des taxes. Non, mais ne vous inquiétez pas. Ailleurs, les États, les économies se reposent sur les taxes. Non, mais pourquoi? On a assez de Il faut prendre l'habitude en Guinée. On a assez de richesses, sinon qu'à partager aussi avec nous. Il faut prendre l'habitude en Guinée. On a tout ça. Nous n'aimons pas payer les taxes. On va s'écouter, les gars. On n'aime pas payer les taxes. Pourquoi vous vous inquiétez lorsque les taxes sur les téléphonies, enfin la double taxe sur les téléphonies va commencer à peser lourd dans sa propre poche, lui, Aboubacar. Il sera le premier ici à gosser là-dessus. Moi, ce que je veux dire, il faut rallier qualité-prix. Je suis bien d'accord qu'on augmente les taxes, même s'ils veulent à 1000%, mais il faudrait que la qualité y ait. Moi, je mets en doute les 3G, la qualité du 3G. Je mets en doute la qualité des appels téléphoniques avant qu'on me dise qu'on va augmenter les taxes. Il faudrait que les sociétés de téléphonie fassent un effort. Parce que moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas technicien, mais je consomme Internet. Je ne suis pas d'accord que ce qu'on paye, même les 1000 francs qu'on paye, les 2000 francs qu'on paye en termes d'achat de forfait, que c'est ce qu'on consomme vraiment. Les 1 giga ou les 3 gigas, je ne sais quoi. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. On va appeler l'autre Koulemou, lui, il connaît bien. On a besoin d'explications. T'es un faux Koulemou. J'ai pas besoin d'être un Koulemou pour dire ce que je dis. Je veux qu'on nous dise réellement qu'est-ce que le consommateur guinéen consomme en matière d'internet, en matière d'appel, et ça, ce rôle-là revient à l'ARPT. La gravité du fait qu'elle ne soit pas au courant, ça, on n'arrêtera pas de le souligner, c'est une faute lourde de la part de cette institution de l'ARPT, parce que je ne peux pas comprendre. Mais non, c'est pas l'ARPT, on doit saisir l'ARPT, le gouvernement doit saisir l'ARPT quand le gouvernement a envie de proposer des taxes. Mais si on les a pas saisis, pour voir la faisabilité, c'est grave. Oui, mais à partir du moment où ils sont... C'est pas carton rouge pour l'ARPT, mais plutôt pour le gouvernement. Carton rouge pour tout le monde, finalement. Carton rouge pour la société de téléphonie, carton rouge pour le gouvernement, carton rouge pour la RPT, parce que finalement je me rends... Si, personne ne fait bien son boulot. Voilà. Pour finir, je mets le pied dans le plat. Bien. Pour finir, moi je m'inscris en faux contre l'idée qui a été développée par Ahmed, selon laquelle s'il y a des augmentations des taxes, s'il y a de nouvelles taxes, cela va constituer un frein à l'innovation. Je pense qu'au niveau des compagnies de téléphonie mobile, il faut savoir réfléchir à des innovations justement pour s'adapter à la nouvelle donne. Vous savez combien coûte une minute d'appel téléphonique au Maroc? La qualité le coût de la téléphonie mobile, niveaux de vie ne sont pas les mêmes. Les niveaux de vie ne sont pas les mêmes. Sur un 6e continent. Le coût des appels téléphoniques en Guinée est le plus bas en Afrique. Les niveaux de vie ne sont pas les mêmes, Aboubacar. 5 bien. Non, attendez. Merci, Les niveaux de vie
Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Oui, nous donnons la parole aux vrais gens. Vous le voyez évidemment à l'écran. Sékou Dramé, membre de la famille de la victime. Donc vous allez nous replanter un petit peu le décor, Ahmed. Souffrez. Voilà, allez-y. Oui, on va justement lui poser la question. Je sais que je souffre, mais avant que ne pose la question, je vais dire à Bouaka qu'on a une monnaie locale. On ne peut pas se référer au pays dont il est en train de parler aujourd'hui, parce que si on décide de calquer ce qu'ils font comme coup d'appel en Guinée, ben, un seul appel, vous allez dépenser entre 4 000 et 5 000 francs guinéens. Merci. Monsieur Sékou Dramé, bonjour. Bienvenue dans cette émission. Alors, replantez-nous d'abord le décor. Revenez sur les circonstances dans lesquelles votre oncle, M. Noumouké Diallo, a été retrouvé mort dans sa chambre à Mamou. Merci Espace et à vos milliers d'éditeurs qui vous suivent actuellement. Vous savez, c'est mon second passage dans vos locaux. J'étais là dans l'espace expression. Peut-être ceux qui sont, Lamine et Ahmed n'étaient pas là, peut-être avec madame. Ouais. Mais Abakar, lui, moi, il était là. Bon, Noumouké était coordinateur. On l'avait déployé sur Mamou comme coordinateur contrat au compte du recensement des élections présidentielles 2015. Lorsque Noumouké était parti, vous savez, quand vous descendez dans le lieu, et c'est pas facile d'avoir un logement. Noumouké était à la quête de logement ou abrité. Il est tombé sur un certain Assil Loua qui faisait sa carte d'identité avec moi. Lui, il dit que Noumouké, c'est au moins une chambre. C'est là-bas, il dort. Mon papa est décédé. Vous voyez bien la carte de son papa aussi. C'est sa carte aussi. Lui aussi, son papa est décédé. Il disait, ma maison ici. Si tu veux, on peut aller dormir ensemble là-bas. Noumouké est d'accord. Ils se sont entendus sur un prix. Là, ils sont allés les deux dormir ensemble. Ils ont fait un mois en train de dormir ensemble. Assil Loua était là maintenant en train de servir Noumouké, parce que c'est lui qui lavait les habits de Noumouké. Il nettoyait aussi ses chaussures et sa moto. Noumouké lui faisait des petits gestes. Par fini, maintenant c'était l'année du 31 mai 2015. C'était un dimanche. Il s'est séparé avec ses amis à la station Total, la déviation sur la route qui va vers la forêt à Farana. Ils se sont séparés avec ses amis dans les bandes de 22h. Noumouké dit, bon, moi, comme il fait tard, et là où j'habite, là-bas, c'est loin, il me faut aller. Ses amis disent, Noumouké, comme il est 23h, et là, vouloir aller à cette heure pareille, pourquoi ne pas dormir? On va dormir ici. Noumouké dit, non, moi, je ne suis pas un chimpanzé, à chaque fois, un nouveau logement. Là où j'étais, il me faut retourner là-bas. Directement, Noumouké a pris sa moto, il s'est retourné pour aller se coucher. Maintenant, entre-temps, il y avait un coup qui l'attendait dans sa chambre. Directement, ils se sont servis de lui là-bas, l'assassiner. Sa chambre, c'était 3 chambres, 2 douches, un magasin. Maintenant, au lieu de l'assassiner dans sa chambre, il l'a amené dans la 3e chambre. Là, il y avait un lit aussi qui était là-bas. Maintenant, le lit là, Noumouké, ils ont pris le corps de Noumouké, ils l'ont mis maintenant dans la douche de cette chambre. Démonter un... Alors, vous faites déjà un film. Oui. Comment est-ce que vous avez fait cette reconstitution? Ce sont les autorités qui vous ont parlé des faits que vous nous rapportez aujourd'hui ou quoi? Ahmed, c'est ce que j'ai dit, que vous n'étiez pas là lors de la précédente émission dans l'espace expression. Moi-même, je me suis déplacé. C'est pas parce qu'on m'a raconté les faits. C'est pas un film que je suis en train de... Non, mais comment vous avez su qu'on l'a tué de ce côté? Après, on l'a amené là-bas et on a mis un matelas. Bien. Moi, quand nous sommes allés, ils ont dit que tout le monde ne peut pas rentrer dans la chambre. Il a fallu déléguer au moins 2 des parents de Noumouké, la sécurité et la presse. C'est en ce moment, au cours de la fouille maintenant dans la chambre, qu'on a su réellement que oui. Parce que là, quand on tue quelqu'un, là où il y aura des traces de sang, quand même si on nettoie, on verra au moins des traces de sang. C'est en ce moment qu'on s'est rendu compte que oui, bien que s'il était tué dans sa propre chambre, là, on allait trouver des traces. C'est dans la salle où la chambre, la 3e chambre à gauche, à droite, non, à gauche du moins, où on avait mis son corps, c'est là-bas qu'on a vu les traces de sang, non seulement sur le matelas. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de l'enquête? Voilà, de l'enquête. L'enquête partout où nous sommes aujourd'hui, pratiquement, nous sommes maintenant pratiquement 7 mois comme ça. Aucune nouvelle. Ouais. Parce que là, quand moi j'étais passé j'étais là dans l'émission de l'Espace Expression, c'est le procureur Sekouba Kondé, C4, qui est chargé du dossier lui-même. Maintenant, quand moi je suis passé dans l'émission, directement sur le lendemain, mon oncle Amara Diallo, lui, travaille à la Direction nationale des impôts. Lui, quand il a appelé Sekouba Kondé pour avoir des nouvelles de la situation au niveau de... Parce que là, quand je suis venu, Mohamed Mara avait dit, ne vous en faites pas, ne vous pressez pas. Le dossier est judiciarisé. Ne vous pressez pas. Nous sommes 7 mois comme ça, aucune nouvelle. Aucune arrestation. Parce que là, Assil Loua en question, jusqu'à présent, là où nous sommes, aucune nouvelle. Son grand frère... Porté disparu? Pas porté disparu. Parce que là, quand les amis de Noumouké qui ont mis main sur le scène
avant qu'on retrouve la situation de Noumouké, ils disent allez le confier à la gendarmerie. Le temps pour nous le retrouver vivant ou mort, Noumouké. Maintenant, le jour que nous sommes rentrés, c'était mardi. Lundi, ça c'est dimanche qu'il se sépare avec ses amis. Lundi, ils n'ont pas retrouvé Noumouké. Mardi matin, nous sommes rentrés à 11h. Les grandes gueules. Quand nous sommes rentrés maintenant, ils disent que Dramé, nous sommes allés, on a mis main sur le jeune en question. Lui, il est à la gendarmerie. Maintenant, le temps pour nous d'obliger, comme on était sous notre insistance, ils ont délégué maintenant pour aller ouvrir sa chambre. Comme vous avez dit, que vraiment, on cherche quelqu'un dehors, on n'a pas cherché à savoir s'il est dans sa propre chambre, parce qu'on peut se coucher et mourir, tout est possible. Maintenant, quand nous sommes allés maintenant... Il a été libéré ou quoi, Achille? Maintenant, le commandant bien venu là-bas, après l'enterrement, tout, quand nous sommes venus, il dit qu'il a reconnu devant nous là-bas, pas devant moi seul, hein. C'est avec, non seulement cortégé par ses amis opérateurs, superviseurs de saisie, et mon propre oncle Amara Diallo, a bien venu dire que non, Arsil a pris la fuite. Le temps, lorsqu'on a dit que oui, le corps est retrouvé, que Arsil, tout le monde avait la curiosité pour aller sur le terrain, qu'Arsil a pris la fuite. Finalement, le procureur qui est en charge du dossier, qu'est-ce qu'il vous a dit? Est-ce que vous êtes rentré en contact avec lui ces derniers temps? Le procureur, quand moi je suis passé dans l'émission Espace, le procureur a coupé tout contact avec mon oncle. Mais il dit que bon, ton enfant est allé gâter mon nom parce que quand je suis venu, ils m'ont posé la question. Oui, où nous sommes? Quelle est la nouvelle, la situation du dossier? J'ai dit jusqu'à là où nous sommes. Le procureur m'a dit que je ne peux pas confirmer ni infirmer que oui ou non, c'est vrai ou faux, c'est qu'il a dit qu'il y a des arrestations. Mais pour le moment, le procureur dit qu'il n'a plus de compte à rendre à mon nom, qu'il ne dit rien. Sa moto est à Mamou, ses effets sont là. Qu'est-ce que vous réclamez finalement? Non, c'est qu'on réclame au moins. Nous-mêmes, on s'est rendu compte que oui, il y a de la complicité plus forte que ce que nous pouvons. Parce qu'il y a là, si vous voyez que Assil a pris la fuite dans les mains de ceux qui sont censés être nos garants, qui sont censés d'assurer la sécurité de la population, police et gendarmerie. Si on me dit qu'un malfrat a pris la fuite sous leur autorité, je sais quand même qu'il y a une complicité. Il y a une main noire derrière ça. Et il y a des gens qui sont plus puissants que nous qui sont dans cette affaire. Voilà. Bon courage, monsieur Sékou Dramé. Pourquoi pas, si le ministre de la Justice, à l'écoute de l'émission, je suis sûr qu'il ne va pas blaguer avec ça, parce que déjà d'hier, on a vu la suspension des magistrats. Merci beaucoup, mon cher ami. Bon courage. Peut-être un numéro de téléphone aussi. Je ne sais pas, moi. Parce que là, ça m'attriste vraiment. Pour sa propre sécurité, je pense qu'il n'est pas bien donné. Ouais, c'est bien. Ouais. Non, et le procureur déjà a le numéro de mon oncle et beaucoup de personnes savent comment nous retrouver. Alors, la NTS pour quitter, la NTS jusqu'à présent, depuis qu'on s'est séparé pour aller prendre son salaire, jusqu'à présent, aucune personne ne s'est déplacée pour chercher à savoir là où est la famille de Noumouké, comment se passe sa femme et son enfant. Merci beaucoup. Merci vraiment et à la prochaine. À la prochaine. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, allez, nous allons continuer notre émission évidemment dans un instant. Je vous l'annonçais, nous allons écouter Ibrahim Sourissal. Ibrahim Sourissal, on va revenir sur cette affaire parce que ça se passait en 2011 exactement. Lui, son malheur à avoir croisé le cortège donc, de Lansana Kouyaté alors que celui-ci était Premier ministre à l'époque. C'était donc un 11 février 2008 à Amdalaï Pharmacie de l'accident dont il a été victime. Il en est sorti donc avec 4 fractures quand même avec le genou et la cheville gauche malgré toutes les démarches, aucune attention, aucune prise en charge du côté de PEDN. On va essayer d'en voir plus dans un instant avec Ibrahim Sourissal, la victime donc accompagnée de monsieur Mamadou Diansal, son jeune frère. Vous allez les avoir dans un instant évidemment dans ce studio. Vous allez continuer à réagir évidemment. LPMO 8037, c'est le numéro de téléphone. Si vous êtes abonné Orange ici en Guinée, sinon tout simplement vous partez sur nos sites internet le www.espacefmguinée.info. Nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux, donc avec plaisir on va essayer de relayer vos messages en direct dans l'émission Abouakadelo. Vous allez essayer de nous replanter un petit peu le décor, mon cher ami, en ce qui concerne cette affaire, parce que c'est oui, il faut dire que depuis plusieurs semaines déjà, nous avons été approchés par M. Mamadou Diansal, qui est le jeune frère donc de l'accidenté, et il a souhaité venir témoigner de ce qui est arrivé, du malheur qui a frappé son grand frère. Il m'a expliqué que son grand frère travaillait bien, il était dans le commerce et il s'occupait d'une grande famille et qu'il avait un bon départ, mais depuis qu'il a été victime de cet accident, il a été fauché par le cortège de M. Lansana Kouyaté. Quand celui-ci était Premier ministre, c'était déjà en 2008. Donc l'État. L'État. Depuis, rien n'a été fait pour l'aider, pour avoir un peu d'attention pour M. Sall. Et il est dans cette difficulté. Et c'est important qu'on insiste là-dessus pour interpeller l'État, qui doit savoir que l'État c'est la continuité et même malgré
que M. Kouyaté avait été évincé de la primature, l'État quand même doit assumer sa responsabilité et s'occuper de ce pauvre type. Voilà, les rendez-vous des vrais gens, vous les voyez évidemment à l'antenne en ce moment sur Espace TV. Messieurs, bonjour et bienvenue chez les jugés. Bonjour messieurs, bonjour à vous et nous nous demandons comment vous remercier pour ce que vous êtes en train de faire pour le peuple de Guinée. Merci. Alors, on s'intéresse à cette affaire, hein, monsieur. C'est monsieur Diallo, hein, c'est monsieur Sall. Hein. Peut-être le micro à la victime lui-même pour commencer. Allez-y. Monsieur Ibrahima Souri Sall, bonjour. Bonjour grand frère. Bienvenue dans cette émission. Et en quelques mots, racontez-nous comment cet accident est arrivé le 11 février 2008. J'ai quitté chez nous à la maison, j'ai parti dans ma boutique, on est arrivé jusqu'à Amdallah Pharmacie là-bas. Il nous est arrivé là-bas, on a bien droité, ils sont passés les derniers pick-up là, un béret m'a tiré comme ça. Ma moto là est renversée sur mon pied est cassé 5 fois. Donc il y avait tout chez l'os là ici. On m'a amené à Donka, après Donka, on m'a amené à Clinique Sanoya. À Clinique Sanoya, ils m'ont opéré là-bas, ils ont mis le fer avec le blond. Bon, ça fait un an, je ne mange pas, je ne dors pas la douleur. Finalement, on a parti pour enlever le fer là. Ça trouvait que le fer a gâté tout l'os. Presque tout l'os est gâté. Le docteur a enlevé tout l'os là. Ils m'ont dit de garder. Maintenant, depuis ce jour, on est en train de lutter pour se voir avec Kouyaté. D'accord, d'accord. Pas vu. Alors, clairement, comme vous l'avez dit, ce sont donc des militaires qui vous ont tiré. Voilà. Oui. C'est cela? Oui. Ok. Et La garde à l'époque, hein, il faut le rappeler. Le garde rapproché de l'ancien Kouyaté, Premier ministre. À l'époque. alors, il était en fonction. Sur le coup, qu'est-ce que vous avez concrètement fait? Donc, en ce moment, il était en Premier ministre. Bon, moi, je ne savais rien, parce que c'est mon jeune frère là qui a suivi toutes les situations, parce que dès que ça m'est arrivé, moi j'ai couché. Vous étiez à l'hôpital, vous étiez hospitalisé, hein, c'est bien cela. Alors on va lui poser la question, allez-y. Mamadou Diansal, alors qu'est-ce qui s'est passé? Quelle démarche avez-vous menée depuis que votre frère a subi cet accident? Oui, c'est que nous n'avons pas fait pour pouvoir attirer son attention ou bien pour c'est-à-dire que le gouvernement puisse faire quelque chose pour lui, mais jusqu'à là où nous sommes, c'est-à-dire nous n'avons absolument rien gagné. D'accord. Monsieur Kouyaté en personne est au courant de ce qui s'est passé. Est-ce que vous l'avez rencontré? Allez, il y a le téléphone qui sonne. Voilà. Je ne comprends pas comment le réalisateur peut laisser quand même les invités rentrer avec le téléphone dans le studio. C'est un peu bizarre. Hein, voilà. Allez-y. Allez-y, messieurs. Donc, quand l'accident s'est produit le 11 février 2008, on l'a envoyé à l'urgence là-bas. De là-bas, on l'a introduit au bloc là-bas pour faire l'amputation. Heureusement, j'étais venu attendre, donc je me suis imposé. J'ai dit non, on ne peut pas l'amputer de cette façon-là. On nous a fait sortir, on l'a transporté à la clinique, kilomètre 36 là-bas. De là-bas, maintenant, on nous a dit d'introduire le premier dossier, le dossier à la primature. Nous avons engagé le premier dossier, donc j'ai poursuivi. Mais finalement, je n'avais absolument rien eu. À chaque fois que je partais là-bas, les gens me disaient prends le courage, c'est l'État, il y a avec c'est-à-dire les donc la résignation finalement. Voilà, à la fin du compte. Les instabilités, c'est-à-dire politiques, là, nous ne pouvons absolument rien faire, mais continuer, c'est comme ça. Donc finalement, jusqu'à la mort de Fori, nous, on continue toujours cette affaire. Après sa mort aussi, on a cherché toujours à réactiver le dossier. J'ai poursuivi jusqu'à l'arrivée de Dadis, par exemple. Je m'étais battu pour que je puisse me voir avec le ministre le ministre de la Santé de cette époque, colonel Chérif. Donc oui, j'avais pu le rencontrer. Finalement, il m'avait dit que non, que ce n'est pas lui qui est chargé de cette affaire, d'aller voir l'autre là, le chargé des conflits au camp, Issa. Et c'est ainsi que j'étais parti. J'avais fait une semaine là-bas au camp, là-bas, je n'avais pas pu le voir. Maintenant, finalement, les gens nous ont dit pour pouvoir mieux voir Kouyaté, donc comme vous vous êtes rendu chez lui là-bas à plus de 4 à 5 reprises, vous n'avez pas pu le voir. Vous êtes parti à son siège là-bas, vous n'avez pas pu le rencontrer. Donc le mieux pour vous, rendez-vous à Koba. Je l'ai pris ici, nous sommes allés là-bas, on a fait à peu près un mois entre Katep, chez lui, là-bas, là où il a construit, et là où se trouve sa famille maternelle. Son neveu, Rosé, qui est à Karamoukaya, là, il nous a promis, tous les grands chars de Koba là-bas nous connaissent pour cette affaire. Il n'y a pas ce que nous n'avons pas fait. Donc, par après, tout récemment, tellement que nous souffrons, puisque tout ce qu'il avait là, comme ce qu'il vient de dire là, il avait une très grande famille, nous étions 11 à sa charge. Moi, c'est lui qui m'a fait venir ici, il me soutenait, mais par faute de moi, aujourd'hui, il se retrouve néant. La famille même est dispersée. Maintenant, ainsi, on nous a dit de retenter encore avec l'agence judiciaire de l'État. J'ai dit d'accord, j'ai reconstitué le dossier, j'ai engagé là-bas. Et à la veille du mois de carême, là, les gens me disaient déjà donc le directeur même me disait continue, on va voir ce que l'État va faire, on va voir. Donc peut-être ils pourront faire quelque chose pour nous. Mais jusqu'à là où nous sommes. La dernière fois, quand je m'étais rendu là-bas, il a dit donc
patientez-vous, nous on a écrit au Premier ministre, mais on n'a rien eu. Donc à chaque fois, partout où nous partons, c'est de cette façon qu'on nous traite. De 2008 jusqu'à là où nous sommes, c'est l'année passée que le pied a cessé de saigner. On a les os qu'on a levés sur son pied. Ça est là, nous sommes venus avec les os. Voilà, on le voit à l'instant T, évidemment, une vie brisée. Mesdames et messieurs, le témoignage en live ce matin, évidemment dans cette émission. L'État doit être interpellé, c'est très important. Oui. Est-ce que vous avez pu rencontrer le ministre depuis l'arrivée d'Alpha Condé? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que là, Lansana Kouyaté, c'est pas en tant que leader, là, c'est en tant que Premier ministre, il faut le rappeler. Depuis l'avènement d'Alpha Condé, qu'est-ce que vous avez fait exactement? Vous êtes allé voir le ministre Khalifa Gassama Diaby, le ministre des Droits de l'Homme. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Parce que je vois que vous basez sur la personne. Oui. Or, c'est l'État qui est fautif quelque part. Oui, c'est que... on avait même déjà commencé par l'État d'abord. Parce que, retenez-vous que le premier dossier avait été introduit dès l'accident. Donc, mais jusqu'à maintenant, là, quand Alpha est arrivé tout récemment au pouvoir, c'est enseignement que les gens nous ont dit, à travers les recherches et les enquêtes que je faisais, les gens m'ont dit, il y a une agence ici qui est chargée de gérer ce problème pareil-là, qui est l'agence judiciaire de l'État. Et si j'allais voir un certain commissaire là-bas, ce n'est pas divisionnel, lui, grâce à lui, il m'a aidé, il dit donc, va, tu reconstruis le dossier, tu m'amènes le dossier que vous avez introduit là-bas, on va le déposer là-bas et voir encore si ceux-là vont faire quelque chose pour nous. Voilà, vous allez essayer de montrer ça à la caméra, mon cher ami, voilà, parce que voilà, ça c'est... Voilà. Il y a les os. Les os? Les os, oui, les os, on a enlevé ça sur son pied. Ouais. Voilà. Bien. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus avant quelque chose? On n'a plus de temps. Tout le traitement qui a été fait, la prise en charge, c'était qui? Bon, c'est grâce à ces mecs moins qu'il avait là, mais ça c'était fini. Bon, parce que depuis que l'accident lui est arrivé, on était complètement bouleversé. Vous n'avez reçu aucun soutien, aucun appui de quiconque. Aucun. Alors, ce qu'on peut faire peut-être, c'est de lancer un SES ce matin là-dessus. Si vous avez un numéro de téléphone, entre autres. Non. Voilà. C'est pas en train de dire résignation ou je ne sais quoi. Depuis 2008 quand même. Je veux dire à l'État de prendre ses responsabilités. Il n'y a pas d'SOS ici. L'État doit prendre ses responsabilités. Il y a un moment, il y a une vie qui est brisée quand même là, en direct. Mais l'État doit réagir. Je pense pas s'il y a une place. Non mais attendez, je pense pas s'il y a une place. Écoutez-moi, le lieu ici d'interpeller l'État sur sa responsabilité. C'est vrai qu'on parle de Kouyaté, mais c'est pas lui qui a commis le geste. Il avait un cortège, il y a un militaire qui l'a tiré, qui était dans les fonctions de l'État, il y a un militaire qui l'a tiré, qui l'a fait briser la vie. Aujourd'hui, je pense que c'est un appel qu'on doit lancer à l'État, au ministère de la Justice, au ministère des Affaires sociales, au ministère de la Santé, à toutes ces structures de l'État pour leur dire qu'à un moment donné, il faudrait qu'ils prennent leurs responsabilités face à des situations comme ça. C'est vrai, pour les SOS, les bonnes volontés vont intervenir. Oui, mais déjà, il y a un moment, il y a un monsieur qui est là, tu n'as pas sa place, situer les responsabilités. Il souffre, ce monsieur-là. Je suis d'accord avec vous, Lamine. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais cela ne nous empêche pas de crier haut et fort ici que les autorités de l'État doivent prendre à bras le corps le dossier de ce monsieur tout de suite, parce qu'au moment où les faits se passaient, c'est quand même la représentation de l'État qui a commis cette erreur-là. Et donc, eux, ils ne doivent pas se désolidariser de cette situation. Un contact, monsieur? Oui, 600... Nous avons notre contact ici. Allez-y, 628 76 02 42. Merci beaucoup d'être passé sur les GG. Ok, c'est nous qui vous remercions infiniment. Bon courage. Merci infiniment, monsieur. Voilà. Ouais. Les grandes gueules continuent. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV. Merci encore une fois de nous rejoindre. Dernière ligne droite, on va s'intéresser à ce dernier dossier, la consommation de certains produits alimentaires. Abaka, vous allez essayer de nous replanter le décor par rapport à cela. Il faut dire que Ibrahim Agari, que nous allons recevoir sur ce plateau, c'est un étudiant guinéen que j'ai rencontré à l'occasion d'une visite en Tunisie, à Sfax, où il faisait des études en biotechnologie. Et à la fin de ses études, il a développé une thèse sur la consommation des huiles et des farines en République de Guinée. Il est venu collecter une cinquantaine d'échantillons. Lui-même, il sera là tout à l'heure pour développer. Et il faut dire que son travail a même été primé. Donc, il se rend à la fin de son travail. Il est arrivé à des conclusions ahurissantes et selon lesquelles les huiles, par exemple, sont à la base des problèmes cardiovasculaires que beaucoup de Guinéens rencontrent. Vous vous souvenez, tout le long chapelet d'AVC, d'accidents cardiovasculaires dont les Guinéens ont été victimes ces dernières années. On se souvient du cas, par exemple,
de l'ancien directeur de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Beaucoup de cas comme ça, mais je parle de Falcon. Beaucoup de Guinéens ont été victimes de ces accidents, de ces attaques cardiovasculaires. Donc c'est une maladie qui est récurrente et M. Diallo sera là pour expliquer que les huiles que nous consommons ici, qui sont importées, sont généralement à la base, à l'origine de ces différentes maladies. Voilà, Ibrahima Diallo, donc, qui va nous rejoindre dans ce studio dans un instant, évidemment. Vous le voyez à l'écran, il s'installe évidemment. On s'intéresse à cette problématique. Oui, les Guinéens consomment-ils des produits alimentaires aux qualités douteuses? Bonjour, monsieur Ibrahima Diallo. Bonjour, monsieur Lamine Girassi. Bienvenue chez les GG. Merci. On s'intéresse à vous, c'est vraiment intéressant. Essayez de nous détonner ce matin parce que moi je suis bleu là-dedans. Voilà. Est-ce que nous sommes menacés, notre santé est menacée du fait de ce que nous consommons comme produits importés, produits alimentaires? Bien sûr, merci de l'invitation. Je voudrais remercier et saluer vos téléspectateurs qui vous suivent en Guinée et à l'international. Alors, il faut retenir qu'il y a un chercheur qui s'appelle Hippocrate qui a dit que la première médecine de l'homme, c'est son alimentation. Ceci veut tout simplement dire que l'alimentation peut être notre ami, tout comme il peut vraiment être notre ennemi. Et quand cette alimentation peut être notre ennemi, c'est lorsque nous utilisons mal, n'est-ce pas, nos aliments. Alors, permettez-moi de recadrer, s'il vous plaît, ce travail. Allez-y. C'est qu'à l'occasion de notre Master 2, nous avons choisi un thème de recherche qui s'intitule de la façon suivante: contribution à l'évaluation de la qualité des huiles végétales vendues et consommées en République de Guinée. Ce travail a été supervisé par un chercheur, maître de conférence à l'université Gamal Abdel Nasser, qui s'appelle Dr Lousseni Traoré, avec mon encadrant au niveau de la Tunisie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que les huiles sont source d'énergie et en même temps sont source de vitamines liposolubles. C'est à travers ces huiles-là que l'organisme peut puiser de l'énergie naturellement avec les sucres que nous appelons dans notre domaine les glucides. Alors qu'est-ce qui se passe? En République de Guinée, comme vous le savez, les huiles sont vendues dans un contexte naturellement libéralisé. Les grandes gueules. Mais il se trouve que notre pays n'est pas doté de structures efficaces. Ils ne sont pas dotés de moyens pour assurer ici le contrôle qualité de ces huiles. Et nous, c'est ce que nous avons fait. Même, un office qualité, hein? Même s'il y a un office de contrôle de qualité. Même s'il y en a, je me pose la question, est-ce que ils sont équipés? Est-ce que les moyens sont là? Est-ce que ce sont des spécialistes pointus dans le domaine? Alors nous avons prélevé 50 échantillons pendant 6 mois dans 5 grands marchés de la capitale. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle des indices de qualité qui nous permet, si vous voulez, qui peuvent nous permettre de connaître la qualité de l'huile. Alors, ces indices, bon, je ne vais pas rentrer dans certains détails techniques. Nous avons déterminé ce qu'on appelle les indices de peroxyde. L'indice de peroxyde, c'est un indice qui nous permet, si vous voulez, de connaître est-ce qu'il y a des produits primaires et secondaires d'oxydation dans les huiles. Vous savez que quand il y a ces produits secondaires d'oxydation dans l'huile, ce sont des produits qui peuvent ici s'accumuler à l'intérieur de l'organisme et qui peuvent générer ce qu'on appelle des maladies cardiovasculaires. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, comment ça s'installe, parce qu'on n'a pas assez de temps. J'espère que j'aurai un temps d'antenne un jour plaisir, bien sûr, plus large. Alors, ces huiles peuvent subir 2 types d'altérations, ce qu'on appelle l'hydrolyse des triglycérides et l'oxydation des acides gras. Lorsque ces acides gras sont oxydés, je précise entre parenthèses que ces acides gras ont un rôle très important dans l'organisme, parce que ces acides gras polyinsaturés peuvent même intervenir sur la capacité cognitive de la personne. Même s'ils sont responsables. Clair, pour les auditeurs qui ne comprennent pas, parce que c'est une capacité cognitive. C'est technique tout ça. Parce que moi je vois la violence quand je dis quand il y a tant de capacité cognitive. Bon, je vais résumer, on ne va pas rentrer dans ces. C'est que ces huiles-là sont responsables, je vais dire, sont responsables quelque part de l'intelligence. Rapprochez le micro. De l'intelligence de l'homme. Et ces acides gras polyinsaturés interviennent ici à la prévention des maladies cardiovasculaires. Mais tenez-vous bien, il y a un problème. Lorsque ces acides gras-là ne sont pas bien protégés, lorsque ces acides gras-là sont soumis à de hautes températures, ils génèrent d'autres substances toxiques, ils se dégradent et ce sont ces substances toxiques-là qui sont responsables en partie de certaines maladies cardiovasculaires comme l'hypertension. Mais comment? C'est que ces substances-là, quand vous les absorbez, ils peuvent s'accumuler au niveau des artères. Et quand ça s'accumule au niveau des artères, de la paroi des artères, ça empêche la circulation sanguine, donc ça bouche. Et quand la circulation ne passe pas, il y a certains membres qui ne sont pas irrigués par le sang, ou bien ces artères-là peuvent se gonfler et ils explosent et allez, la personne tombe, on dit il est
hypertendu. Avec d'autres conséquences, bien entendu. Parce que comme il explique, si les parois sont bouchées, ça peut déboucher même sur le diabète, sur les insuffisances rénales et tout. Tout doit être relié, tout ça. Bien sûr, bon, le diabète, ça c'est autre chose. Mais je voudrais souligner un point, c'est que ces huiles-là, lorsqu'on a fait les prélèvements, même au niveau de l'étiquetage, c'était faux. On dit que cette huile, c'est une huile d'arachide. Après nos travaux, nous avons trouvé que ce n'était pas de l'huile d'arachide, c'était de l'huile de palme raffinée. En plus de l'huile de palme, vous savez que nous sommes producteurs également de l'huile de palme. Et l'huile de palme est riche en acides gras saturés. Et tenez-vous bien, ces acides gras saturés-là ont une influence négative au niveau de l'organisme s'ils sont consommés en grande quantité. Alors, nous avons 30 secondes pour clôturer l'émission. Non mais c'est important, madame, parce qu'il faut que je rende l'antenne. Est-ce qu'il faut interdire toutes les huiles alors? Vous voulez parler des huiles qu'on importe? Oui, je parle des huiles qu'on importe. C'est qu'il y a des huiles qui sont fabriquées à l'étranger qui ne tiennent compte d'aucune contrainte nutritionnelle. On déverse en Afrique. On déverse ça. Je ne vais pas dire à l'Afrique, mais en Guinée, parce que je parle de la Guinée, parce que tout simplement, nous sommes un pays qui n'est pas du tout bien organisé. Et les services de contrôle de qualité, je ne vais pas dire qu'ils ne jouent pas leur rôle, mais pratiquement, ils ne sont pas tellement équipés pour pouvoir déceler ces genres de fraudes. Très rapidement, Lamine, ça veut dire que vous voulez nous dire ici que toutes les huiles qui sont importées, enfin, toutes les huiles qui sont importées en Guinée sont de mauvaise qualité, ou il y en a d'autres que vous pouvez recommander quand même? Parce qu'il faut quand même qu'on mange de l'huile. Écoutez, il ne va pas quand même faire la publicité aussi. Écoutez, ce que moi je sais, j'ai pris 50 échantillons dans les différents marchés. Parmi ces 50 échantillons, il n'y avait pas 10 échantillons qui répondaient aux normes établies par le Codex alimentariste. C'est ce que je peux vous dire. Je prends juste l'indice de peroxyde qui doit être égal maximum 10 milli-équivalents grammes d'oxygène. Nous, on est parti jusqu'à 15 à 20 milli-équivalents grammes d'oxygène. Ça veut dire qu'il y a des hydroperoxydes, il y a des substances cancérigènes à l'intérieur de ces huiles. Ça, ce sont des problèmes. J'espère que j'aurai un autre jour l'occasion de parler de la façon dont on utilise ces huiles-là. Parce que quand ces huiles-là aussi sont chauffées, avec les gens qui grillent par exemple les vendeuses d'Atchéké, mais c'est un problème parce que ce que je vais faire, je vais vous inviter dans le Morning TV. Juste après l'émission, dans un instant, vous aurez 40 minutes pour expliquer tout ça. Ça me fera plaisir. On nous dit que l'huile rouge, quand on consomme, même si c'est en grande quantité, il n'y a pas de problème. Vous confirmez cela aussi? Non, je ne confirme pas cela parce que l'huile rouge quand même a des bénéfices. Parce qu'à l'intérieur de l'huile rouge, on va le recevoir à la télévision. Vous avez la vitamine A, vous avez les polyphénols. On va essayer de parler de tout ça. Mais quand elle est consommée en grande quantité, tout ce qui est en excès, c'est grave. Ouais. Je vais vous inviter donc à la télévision, évidemment, pour le bonheur de ces auditeurs. Vous allez le voir lundi dans le Morning, évidemment, on va revenir longuement sur cette problématique. Merci beaucoup en tout cas, monsieur Diary Diallo, d'être passé chez les juges ce matin. Voilà. Mesdames et messieurs, on a terminé ce matin. Dans un instant, évidemment, le flash avec la rédaction d'Ahmed Kamara. On va se retrouver demain pour un autre numéro. Demain, c'est Aboubacar Dolo, évidemment, que vous allez retrouver pour la conduite de cette émission. Grand merci à toute l'équipe technique de ce matin, à Mohamed Diaby pour la réalisation côté radio et à Mahmoudou Kondé du côté de la télé, Ali Ouba et à la haute autorité. C'est bien cela. L'Ifo Cissé, c'est cela. Allez, passez une excellente soirée sur Espace TV. Au revoir.